Planifiez mieux avec le balado Le Planif. Une petite dernière pour terminer l'année. Oui, une autre édition du balado Le Planif pour terminer l'année 2024 bien remplie. Ici Fabien Major, je suis très heureux de vous retrouver et nous avons une édition bien remplie avec un invité que vous connaissez puisqu'il a été de passage au balado Le Planif à quelques occasions. Ghislain Maillet est maintenant chez JP Morgan, la grande banque d'affaires et la banque de conseil financier de patrimoine et aussi, bien sûr, de grandes transactions internationales. Elle a des assises maintenant au Canada et plus près de nous, au Québec, à Montréal. Le directeur exécutif, c'est Ghislain Maillet. Il va nous parler de l'offre de produits de JP Morgan pour commencer au Canada et aussi qu'est-ce qu'elle est aux États-Unis, son envergure internationale et bien sûr, son point de vue macro sur les marchés, l'économie en 2025 à l'ère Trump 2.0. Il nous en réserve, oui, il nous en réserve de bonnes. D'ailleurs, Trump et aussi Elon Musk influencent la valeur du Bitcoin qui a franchi les 100 000 $ et le beau-frère s'est manifesté. La question du beau-frère, est-ce qu'on entre ou pas dans le Bitcoin? Est-ce qu'on achète? On en met partout? Ouais, c'est une question difficile compte tenu de la forte progression de cette crypto en 2024. Et enfin, pour la capsule origine avec Isabelle Junot, les grandes familles d'Europe, où ont-elles puisé leur fortune? Quand on parle de familles richissimes en Europe, tout de suite vous vient un nom en tête, les Rothschild. Mais il y en a d'autres, notamment les Agnelli et les Wallenberg. Le balado Le Planif débute à l'instant. L'Europe, avec son histoire riche et complexe, a vu émerger plusieurs familles fortunées qui ont su, à travers les siècles, non seulement préserver, mais aussi accroître leur patrimoine, jouant souvent un rôle clé dans l'économie mondiale. Parmi elles, 3 se distinguent particulièrement par leur longévité et leur influence persistante: les Rothschild, les Agnelli et les Wallenberg. La dynastie financière des Rothschild débute avec Mayer Amschel Rothschild, qui fonde au 18e siècle une banque à Francfort. Ses 5 fils déploient l'entreprise familiale à travers l'Europe, établissant des branches à Londres, Paris, Vienne et Naples. Les Rothschild financent des guerres, des constructions de chemins de fer et des gouvernements, tissant un réseau d'influence et de pouvoir sans précédent. Anecdote étonnante, durant la bataille de Waterloo, Nathan Mayer Rothschild aurait eu connaissance de la victoire anglaise avant même le gouvernement britannique, exploitant l'information pour réaliser un profit colossal sur les marchés obligataires. Fondée par Giovanni Agnelli en 1899, la famille italienne Agnelli est surtout connue pour son empire industriel centré autour de Fiat, le géant de l'automobile. Au fil du temps, leurs investissements se diversifient dans les assurances, la presse et le football, avec une influence notable dans la Juventus de Turin. Gianni Agnelli, petit-fils du fondateur, a été un symbole du style et du pouvoir industriel italien, connu pour ses amitiés avec des politiciens, des artistes et des stars, consolidant le statut légendaire de sa famille. En Suède, la famille Wallenberg incarne depuis le 19e siècle le pouvoir financier et industriel. Partant d'une banque fondée par André Oscar Wallenberg en 1856, ils ont élargi leurs intérêts dans des secteurs clés comme les télécommunications, les matériaux industriels et la technologie. Une anecdote fascinante révèle leur influence discrète mais puissante. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Raoul Wallenberg, un membre de la famille, a sauvé des milliers de Juifs hongrois de l'Holocauste, utilisant sa position et ses ressources pour leur délivrer des passeports suédois. Ces familles, à travers les générations, ont non seulement survécu aux turbulences économiques, politiques et sociales, mais ont aussi su adapter leur stratégie pour continuer à prospérer. Leur histoire illustre parfaitement la capacité de l'élite financière à influencer le cours de l'histoire mondiale tout en préservant et en accroissant leur fortune à travers les âges. Le balado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
Vous avez manqué le spectacle, mais moi, je l'ai vu et je peux vous raconter que Ghislain, avant que la caméra ouvre, il se peigne, il s'arrange les cheveux. Le chanceux, il en a. Bonjour, Ghislain. Bonjour, Fabien. Comment je t'ai vu te crêper, comme on dit si bien en québécois. Hey, Ghislain, je pensais que c'était juste un duo. Ah, vas-y. Est-ce que c'est le suit officiel du directeur exécutif de JP Morgan Canada? Oh mon Dieu, mais comme qu'on se connaît pas longtemps, depuis que j'ai pris le nouveau rôle, je rencontre plein de nouveaux mondes, donc ça me porte à mettre une cravate un petit peu plus souvent qu'avant. Ah oui, d'accord. Alors, tu étais dans une des plus grandes financières au monde et puis maintenant, tu es probablement dans la plus grande financière au monde, JP Morgan. Exactement. Donc, Fidélité, c'est une grande boîte, mais surtout dans le monde du placement, JP Morgan, c'est la plus grande institution financière au monde en capitalisation. Ouais. En termes d'employés, ben ça passe de... Fidélité, c'est à l'entour des 70 000. JP Morgan, c'est dans les 315 000. Et moi, je fais partie de la division qui gère de l'argent, donc gestion des actifs JP Morgan, qui est 24 000 employés dans une quarantaine de pays. On gère 3,5 trillions de dollars. Wow. Un peu comme Fidélité, JP Morgan. Ouais. Donc, je pense que Fidélité en gestion d'actifs gère un petit peu plus, mais ce qui distingue un peu JP Morgan, c'est que dans les derniers 5 ans, on a été chercher 1 trillion de nouveaux dollars en actifs nets. Donc, c'est une firme qui a vraiment le vent dans les voiles. Wow, c'est incroyable. Et on ne peut faire autrement que de penser à son président très charismatique qui est sur toutes les tribunes, toutes les semaines. On a des nouvelles de Jamie Dimon. Des fois, c'est sorti contre le Bitcoin, hein? C'est clair que contrairement à Fidélité, je ne vais pas trop parler de notre solution Bitcoin qu'on n'a pas et qu'on n'aura probablement pas à court terme. Non, c'est clairement pas son genre de truc. Ceci dit, il faut faire attention parce que Jamie Dimon c'est une personnalité, c'est une célébrité dans le monde corporatif. Puis souvent, il va se prononcer sur géopolitique. Des fois, ça peut être un peu foncé, sa vue du futur. Il peut y avoir une grande différence entre ce que les gestionnaires de JP Morgan font avec l'argent versus les commentaires qu'il peut partager dans une conversation avec les médias. Mais très fier de faire partie de son équipe. Et pour vous dire un peu la signification du nom, John Pierce Morgan, c'est le personnage, la caricature du personnage central du jeu Monopoly, n'est-ce pas? Exact. Le chapeau de forme et tout, là. Oui, il y a toute une histoire derrière ce monsieur-là et la compagnie, mais on porte son nom fièrement. D'accord. Et puis JP Morgan, t'as dit que ça dessert des clients de partout dans le monde, mais qu'est-ce que ça fait exactement? C'est une banque d'affaires, une banque d'investissement, une banque tout court? C'est une entreprise qui a des services financiers diversifiés, donc clairement dans le côté bancaire, que ce soit individuel, commercial, il y a une division assez performante dans l'investment banking. Je vous dirais que la division de gestion d'actifs prend énormément d'ampleur. Déjà, c'est gros, mais est en forte croissance. Donc, c'est vraiment une firme qui est dans toutes les facettes du monde financier. Et on va parler immédiatement, Ghislain, d'un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé sur les marchés en 2024, parce que c'est étourdissant et quiconque avait tenté de jouer au jeu des prédictions en début d'année 2024 s'est assurément trompé, surtout les pushers de catastrophe. Oui, c'était l'inverse d'une catastrophe pour surtout, plusieurs bourses, même la bourse canadienne, mais la bourse américaine, la dernière fois que j'ai vérifié, c'était à l'entour de plus 28. Puis chaque année, il va y avoir des corrections, mais la correction, en termes de recul, ça n'a pas été si pire que ça. On a un peu de volatilité à fin juillet, début août. On est encore un petit peu au mois de septembre. Mais en gros, ça a été une très bonne année qui finit fort avec le fait qu'on a enlevé une incertitude reliée à l'élection. Il y a une certaine enthousiasme derrière une partie des politiques des politiques proposées par une deuxième présidence de Trump. Donc, tout et partout, ça a été une bonne année. Puis, je pense que la meilleure partie de la performance, surtout, on regarde beaucoup le marché américain à JP Morgan. On fait de la recherche économique sur le Canada, mais on ne fait pas de recherche au niveau des titres canadiens, donc c'est important de spécifier ça. Mais ce qui était bon ou santé
de la montée de la bourse en 2024, c'est que c'était pas comme 2023 ou le début de 2024, que c'était 10 compagnies qui faisaient tout le travail. Il y a eu une rotation ou un élargissement de la participation de différentes compagnies dont la performance totale. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est un secteur ou quelques titres qui fait tout le travail. C'est difficile pour n'importe qui se veut être diversifié de participer. Là, c'est plus facile à participer au succès de la bourse américaine. On regarde les grands secteurs économiques, on regarde aussi le géopolitique, le géographique, et puis il y a de l'euphorie dans l'air. Et c'est pas à ce moment-là que le danger augmente? Ben, euphorie, c'est clair qu'il y a de l'enthousiasme. Je ne sais pas si j'utiliserais euphorie. Ceci dit, j'ai bien hâte de voir les chiffres du mois de décembre sur les achats de fonds négociés en bourse. On a déjà vu qu'au mois de novembre, les fonds négociés en bourse passifs sur l'S&P 500 étaient en forte vente. Et d'après ce qu'on voit, ça a continué, si pas s'accélérer au mois de décembre. Donc, il y a un phénomène qui est quand même spécial, qui nous apporte à faire certains changements tactiques dans notre approche à la diversification des titres américains. C'est le fait que le S&P 500 est de plus en plus concentré. On frôle le 38% dans un secteur technologique. La bourse américaine, ou le S&P 500 plus spécifiquement, c'est l'histoire de deux bourses. Tu as le S&P 10, peut-être le reste. Ah oui, SP10. Et 490 autres. Ben, premièrement, ils sont moins chers. Je dis pas qu'ils sont pas chers. Il y en a qui sont pas chers, mais le S&P 10, faut leur donner leur juste, là. C'est des compagnies absolument magnifiques, qui sont très profitables, ont forte croissance, qui investissent dans les technologies du futur, comme l'intelligence artificielle, qui investit dans la recherche et l'innovation autant que dans le passé, et ça, c'est généralement un signe précurseur d'une compagnie qui veut préserver son statut d'innovateur et de source de croissance. Donc, il y a toutes sortes de bonnes choses qui se passent pour ces compagnies-là, mais il n'y aura pas d'aubaine pour le nouveau acheteur, parce que les évaluations boursières pour ces meilleures compagnies-là, c'est pas donné. Ouais. Ça veut pas dire que ça va mal faire à court terme. Ça peut annoncer, par contre, à long terme, des rendements plus faibles. Ce matin, je regardais le titre. Ouais, vas-y. Je regardais le titre de Tesla ce matin avec un multiple de 198 fois les bénéfices à 400 $ l'action. Je reçois des emails, des gens qui disent « Ah, j'aurais dû en acheter, qu'est-ce que t'en penses? » Ben oui, et si t'en avais acheté en 2021, tu viens juste de retrouver ton capital. C'est des fois des trucs qu'on oublie, là. Mais 198 fois les bénéfices, Ghislain, c'est pas ça de l'euphorie? Ben, peut-être au titre individuel, il y a de l'euphorie. Je me prononce pas sur les titres individuels, comme tu sais. Par contre, côté moyenne de la moyenne, c'est clair que c'est cher. Côté certains titres, clairement, peut-être Tesla fait partie de ceux-là qui célèbrent d'avance tous les avantages potentiels que Elon Musk pourrait avoir avec son rôle dans l'administration des prochains 4 ans. Alors, 2024. S'il est capable de tout faire. Oui. Oui. Il est vraiment capable. Non, allez-y. 2024, c'est une année un peu explosive pour ce qui est des indices. On voit de par le monde, franchement, des rendements à 2 chiffres partout, des rendements des fois au-dessus de 20%, comme tu l'as mentionné. Est-ce que 2025, c'est l'année de tous les dangers? On reste constructif et optimiste pour quelques raisons. Mais je vais faire le point sur les évaluations après, mais ce qui détermine la direction d'une bourse ou des stocks individuels, c'est surtout les profits. OK. Et la croissance de bénéfices, d'après nous, est au rendez-vous en 2025, ainsi que 2026. Là, certains événements peuvent bouleverser cette direction-là. Souvent, il y a des risques et des impacts économiques qui sont imprévisibles. On l'a vu durant la COVID, on l'a vu à différentes instances. Mais si rien dérange la direction actuelle, les compagnies font une très bonne job. Donc, si les profits sont à la hausse, typiquement, ça annonce une bonne année pour la bourse. Par contre, il y a quand même des incertitudes. Ça dépend si on veut explorer les politiques potentielles de Donald Trump ou l'impact d'un marché qui est cher.
Donc, les deux sont assez différents. Mm-hmm. Alors, donc 2025, faut surveiller sans doute là où on a eu des profits importants. Est-ce qu'on doit donc rester investi de la même façon, prendre des profits, rééquilibrer tout ça? Nous, on prône le rééquilibrage, on prône la rediversification et je vous dirais que dans les mandats qui ont une flexibilité active entre les styles et les croissances, on est maintenant sous-pondéré, la technologie, ce qui ne veut pas dire qu'on n'investit pas parce que c'est tellement une grosse partie de la bourse américaine que même si on est surpondéré je pense à une stratégie en particulier qui est à peu près moins 10% de l'indice, ça reste encore une grosse partie du portefeuille. Où on investit ça dans le reste de la bourse qui sont typiquement moins chers que ces compagnies-là, qui sont peut-être plus axées vers l'économie domestique qui a un très bon momentum et que Trump voudrait bien accélérer. On investit aussi de plus en plus dans des capitalisations plus petites que les plus grandes compagnies. Donc, il y a raison, surtout avec l'élargissement de la performance des différents titres, qui est un bon signe. Pour nous, c'est une occasion de rediversifier. Donc, si quelqu'un était beaucoup investi en technologie, c'est très difficile à savoir s'ils vont pas, encore une fois, être le leadership de 2025, mais je pense que c'est tout à fait sage et raisonnable de simplement rééquilibrer le tir et rediversifier ces flux-là. Il y a d'autres opportunités, il y a d'autres compagnies. Puis en fait, la croissance des bénéfices pour les compagnies à l'extérieur des top 10 montre des bons signes de vie. Donc, même s'ils partent d'un niveau plus bas que les marges de bénéfices ou le pourcentage de profit total de ces compagnies-là, si leur direction de profit ou l'accélération de leur profit est plus importante et que les grosses compagnies continuent à croître, mais pas aussi vite, à la deuxième dérivée, ça peut compter plus que le profit absolu. Donc, je pense c'est un bon temps de prendre des profits sur les gagnants, mais pas les abandonner. D'accord. Tu as mentionné en début d'entretien, avant même que l'enregistrement débute, un chiffre colossal, l'augmentation des valeurs, la capitalisation boursière américaine. Répète ce chiffre, s'il te plaît, Ghislain. Ben, c'est 11,4 trillions de dollars de nouvelles valeurs ajoutées aux compagnies du S&P 500 depuis le début de l'année, ce qui est l'équivalent de toutes les compagnies, la capitalisation boursière de toutes les compagnies en Europe, Suisse et l'Australie combinées. 11 300 000 milliards, c'est ça? Voilà. Point 4. Point 4, plutôt. Donc, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est vrai, on est vraiment dans un phénomène spécial où la bourse américaine vole le show. Ouais. C'est en partie mérité parce que pratiquement toute l'innovation en intelligence artificielle se veut aux États-Unis. À différents niveaux, ça paraît pas si on lit les manchettes, mais en termes de l'économie aux États-Unis, il y a un petit peu plus de stabilité que d'autres régions du monde. Les marchés de capitaux fonctionnent très bien. Il y a plein d'étrangers qui veulent investir davantage aux États-Unis. Quelle partie de ça est l'argent à long terme versus, pour revenir à tes propos, Fabien, un peu d'euphorie à court terme, ceux qui courent après les rendements du passé. Mais bref, la bourse américaine a le vent des voiles et on pense pas nécessairement que c'est fini. La seule chose qu'on dirait, c'est que les évaluations sont élevées. Quand une bourse est chère, ça n'a aucune valeur en termes d'outils de prédiction du rendement à court terme. Une bourse chère peut être la meilleure bourse l'année prochaine. Une bourse pas chère peut être la pire l'année prochaine. Par contre, quand une bourse a des évaluations dans les 22,4 fois les bénéfices aujourd'hui pour la bourse américaine, si on regarde le rendement espéré des 5 prochaines années, en gardant l'histoire, puis il y a plein d'histoires pour la bourse américaine, ça annonce des rendements plus faibles que 2024. En fait, beaucoup plus faibles. Peut-être même pas à deux chiffres. Pas surpris. Ouais. Ça pourrait, statistiquement, dans l'histoire de la bourse américaine, qu'on part d'un niveau de 22 fois les bénéfices, 5 ans plus tard, toutes les différentes instances, c'est dans les single digits, donc un chiffre. C'est quand même positif dans tous les échantillage, mais c'est pas des gros chiffres comme les derniers 2 ans que 24 plus 28% un après l'autre. Mais si j'interprète ce que tu viens de dire. Donc, faut peut-être aussi...
J'interprète ce que tu viens de dire ici. Oui, est-ce que ça veut donc dire que la gestion active sera privilégiée dans les prochaines 5 années ou 10 années, justement en raison du fait que les ratios sont importants? Ben, c'est clair que l'indice devient plus facile à surperformer si, le chiffre n'est pas énorme et la source du rendement ne vient pas d'une concentration de 10 titres ou 7 titres. Ouais. Donc, quand la bourse performe moins et que c'est pas totalement dépendant de quelques titres, on peut plus facilement se distinguer ou discriminer entre une bonne compagnie ou une moins bonne. Une moins chère versus une trop chère. L'autre aspect, c'est, on parle presque pas de revenus depuis des années parce que le rendement total, l'appréciation, l'expansion des multiples de la bourse était au rendez-vous. Encore une fois, les derniers 2 ans. Puis on parle pas de dividendes, on parle pas d'autres sources de revenus. Donc, le concept d'alpha risque de devenir plus important dans les 5 prochaines années. Ça se peut que c'est pas l'année prochaine. Mais dans les 5 prochaines années, la gestion active ou la capacité de surperformer l'indice va devenir plus importante. Ouais. Puis 2, si tu as une stratégie qui génère plus de revenus, ça peut aussi aider. Il y a des confrères qui écoutent Ghislain, mais je veux juste dire pour ceux qui ne sont pas des experts dans le domaine, quand on parle d'alpha, c'est pas les mâles alpha, c'est de la valeur ajoutée supplémentaire. Petit point précis. Merci. Ghislain. Merci. Continuons maintenant avec JP Morgan. JP Morgan se range du côté de la gestion active ou de la gestion passive? Presque exclusivement actif. Et tout ce qu'on fait au Canada va être actif, à moins que les plans changent, mais c'est presque tout du actif que ce qu'on fait. Ceci dit, nos frais de gestion, comparés au Canada, ça se compare plus au passif. Ah oui, d'accord, genre des fractions, là. Par exemple, les 2 fonds de négociation en bourse qu'on a importés des États-Unis, il y a 2 équipes actives, parce qu'il y a 2 volets, puis on charge 35 points de base. Puis dans cette catégorie spécifique des produits qu'on a importés pour l'instant, même les produits passifs, dans certains cas, c'est le double du prix et dans la plupart des cas, c'est plus cher. Donc, je vous dirais que JP Morgan est une firme très profitable et très avant-garde. On va être très compétitif côté frais. On ne veut pas lancer des produits au prix canadien typique pour après expliquer que beaucoup on descend les frais plus tard. On regarde loin en avant. On sait qu'il y a une pression à la baisse envers les frais de gestion, puis notre tarification est en conséquence du futur. Donc, mais c'est de la gestion. Okay. On n'est pas là pour reproduire l'indice. J'aimerais quand même que tu m'expliques parce que le JEPQ, qui est le fonds négocié en bourse, Nasdaq à prime JP Morgan, donc on a le mot Nasdaq là-dedans. Alors, on comprend que c'est peut-être un indiciel, mais quand on regarde les détails à l'intérieur des feuillets d'information, on voit qu'il y a des gestionnaires, dont même un Québécois qui se trouve dans l'alignement. Alors, explique-moi, qu'est-ce qui est passif-actif là-dedans, là? Premièrement, pour le Québécois, c'est Éric Moreau, vous faites référence. C'est un gars de Chicago, mais je pense que sa famille a des origines de Montréal. J'ai déjà vérifié s'il parle en français, mais c'est pas le cas. Donc, JEPQ et JEPI, c'est les 2 premiers fonds de négociation en bourse, il va y en avoir d'autres, qu'on a importés. Premièrement, JEPQ, c'est le FNB actif en plus forte croissance d'actifs au monde, dans la catégorie des FNB actifs. JEPI, c'est le plus gros au monde. Donc, c'est 2 stratégies très populaires. Dans les 2 cas, il y a 2 volets, 2 équipes actives dans les 2 cas. D'une part, donc pour revenir à lui qui a le mot Nasdaq dedans, Éric Moreau, lui, c'est le gestionnaire actif avec son équipe qui fait une sélection de titres avec le but de surperformer le Nasdaq. C'est une stratégie qui a sorti à peu près il y a 26 mois. Il a surperformé 22 des 26 mois. Donc, lui, son rôle, c'est de battre le Nasdaq. Donc, ça, c'est le portefeuille sous-jacent géré par Éric Moreau. Il y a une deuxième équipe qui est à la charge de Hamilton Rayner. Et l'équipe s'occupe des options du portefeuille. Donc, la raison pourquoi est-ce qu'on a le mot Nasdaq, c'est que ce produit-là, là, on va rentrer dans un domaine un petit peu plus sophistiqué du monde des finances, le monde des options. Mais notre formule est quand même assez simple. Tous les semaines, on vend des options d'achat sur le Nasdaq, sur un terme d'1 mois, qui crée un revenu pour les investisseurs de ce fonds de négociation en bourse-là. Ce revenu-là est entre 9 à 11% par année, payé tous les mois.
Donc, on vend des options, on collecte la prime, puis on paye 100% de ce revenu-là aux investisseurs. La façon que ça fonctionne, c'est que si la volatilité du Nasdaq augmente, mettons qu'il y a plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles pour les champions technologiques en 2025, puis que la volatilité augmente, ou ça peut être de géopolitique, ça peut être une raison ou une autre, ça peut être les taux d'intérêt qui fluctuent, ça c'est un autre sujet qui mérite l'attention. Le plus volatile que la Nasdaq devient, mais le plus que JetQ va payer un revenu mensuel plus élevé. L'inverse est vrai aussi. Si il n'y a pas beaucoup de mauvaises nouvelles, les compagnies font une super de bonne job, la volatilité du Nasdaq reste relativement faible, ben dans ce cas-là, le revenu va être plus faible. Donc, c'est JetQ et JEPI, effectivement, transforment la volatilité du marché dans un revenu plus intéressant. Et JEPI, comparativement à JetQ, qui lui est du côté de Nasdaq, j'imagine c'est peut-être du côté SP500, JEPI? Oui. Tous les semaines, on vend des options d'achat sur le S&P 500, qui est moins volatile que le Nasdaq. Donc, les primes qu'on collecte et qu'on paye aux investisseurs sont plus faibles. L'objectif, c'est entre 7 à 9% de revenus annualisés payés au mois. Mais il y a une autre différence quand ça vient de JEPI. Puis il y a une raison pourquoi est-ce que c'est très, très populaire avec les courtiers et les gestionnaires de portefeuille américains. C'est que le portefeuille sous-jacent, contrairement à Éric Moreau, dont JetQ qui veut battre le Nasdaq, le portefeuille sous-jacent de JEPI, géré par Ralph Zigoni, ça se veut être défensif. C'est pas fait pour battre le Nasdaq, le S&P 500, c'est fait pour être moins volatile, moins cyclique, défensif. Donc, JEPI, c'est véritablement une solution à faible volatilité pour un investisseur qui veut une partie de son portefeuille qui est moins volatile que la bourse, mais quand même exposé à des bonnes compagnies. En fait, la volatilité de JEPI, il y a eu des instances que c'était moins volatile que le marché de revenus fixes, mais ce qui a été assez soutenable dans le passé, dans l'historique de ce produit-là, c'est que c'est moins volatile qu'un portefeuille. Ghislain, je t'amène peut-être vers un terrain glissant, tu me le diras, et puis on fera tout simplement une coupure dans le montage, là. Mais c'est que dans les emails que j'ai vus passer, il y a JP Morgan qui veut se présenter au Canada comme étant aussi un fournisseur de produits pour la clientèle très nantie. J'ai vu passer donc un fonds private equity, c'est-à-dire le marché privé, avec une mise minimale d'1 million. C'est exact? C'est 25 000. D'accord. Le million qui a été nommé par mon collègue qui avait fait le post original, c'est que pour qualifier pour un investissement dans les actions privées, il faut avoir une valeur nette d'1 million. Donc, être un investisseur accrédité. L'autre condition qui est aussi possible, c'est un revenu des 2 dernières années au-delà de 200 000 $. Donc, ça qualifie quelqu'un comme un investisseur accrédité. Et donc, cette personne-là peut se permettre d'investir dans notre fonds d'actions privées. C'était auparavant réservé exclusivement aux institutionnels et les gens ultra fortunés. Mais ce qu'on a fait, ainsi que d'autres joueurs dans le monde des actions privées, c'est qu'on a sorti une formule qui s'appelle en anglais Evergreen, qui est une formule beaucoup plus flexible, beaucoup plus accessible. Donc, on a pris un marché qui est énorme en passant. 85% des compagnies avec 100 millions de revenus et plus ne sont pas publiques à la bourse. Ils sont privés. Donc, ce fonds-là se baigne dans un marché de compagnies beaucoup plus vaste que la bourse et maintenant de plus en plus accessible. Il y a encore la condition, il faut que ce soit quelqu'un qui connaît alors ça. C'est 1 million minimum comme actif investissable, parce que en termes d'actifs immobiliers, il y en a bien des millionnaires maintenant, là, mais actifs investissables, ça c'est autre chose. C'est ça. Ou 200 000 de revenus des 2 dernières années, et du coup, cette personne-là peut se qualifier pour investir dans ce produit. D'accord, c'est un produit avec la mise minimale de 25 000 et c'est un fonds de private equity, c'est-à-dire le marché du capital investissement privé. C'est pas négocié à la bourse, mais est-ce que ce genre de fonds a une période de rétention obligatoire, comme à 2 ans, 3 ans, 5 ans, quelque chose comme ça?
c'est pas une période de rétention obligatoire, c'est plus un frais de sortie à court terme. Si quelqu'un a investi puis à l'intérieur de 12 mois veut sortir leur argent, il pourrait avoir une pénalité jusqu'à 2%, donc c'est vraiment pas quelque chose pour le court terme. Par contre, c'est flexible. On peut acheter tous les mois, on peut vendre tous les trimestres. Donc, contrairement à, historiquement, les fonds d'action privés, on n'avait pas de liquidité pour 7, 8, 10 ans. Maintenant, avec les formules, encore une fois, Evergreen, quelqu'un peut investir, peut changer d'idée, peut changer son dosage beaucoup plus facilement que le passé. Mais c'est important de partager à l'audience que quand vous investissez à la bourse, là, vous achetez une action qui vous rend propriétaire de l'entreprise. Même si vous achetez un fonds de fidélité, un fonds de gestion en bourse à JP Morgan, on va choisir des actions pour vous et vous devenez, via ces véhicules-là, propriétaire d'entreprise. C'est la même chose pour les actions privées. C'est juste que les actions privées, d'une part, c'est beaucoup moins cher que la bourse aujourd'hui, donc on a un point d'entrée plus intéressant. Puis l'autre truc qui distingue davantage le monde des actions privées, c'est que si vous êtes un investisseur à la bourse publique, vous êtes un actionnaire, vous pouvez voter si vous aimez la compagnie ou pas, si vous l'achetez ou pas. Vous pouvez voter beaucoup ou pas beaucoup. Vous pouvez voter sur une résolution du conseil d'administration, chose que la plupart des individus font pas. Mais quand ça vient au monde privé, typiquement, on prend contrôle de la compagnie et on a beaucoup plus de chemin vers un rendement élevé. On peut mettre en place une stratégie d'expansion, changer le leadership, acheter le compétiteur, couper des coûts. La liste est longue. On peut faire plein de choses pour augmenter le rendement. On prend le contrôle de la compagnie. Un peu comme, tu sais, ça vient de faire affaire avec les entrepreneurs du Québec. La plupart de leur fortune a été générée par leurs propres actions privées de leur compagnie qu'ils ont créées. Et c'est une extension. D'accord. Alors, les placements privés, on voit vraiment que c'est un marché en pleine croissance. La preuve, il y a de moins en moins d'IPO, c'est-à-dire les entrées initiales pour les jeunes pousses qui entraient dans le passé en bourse. Mais maintenant, elles vont vers les fonds privés qui font justement grossir l'entreprise et peut-être l'amener en bourse ou pas. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est même plus nécessaire d'entrer en bourse. Ben, il y a une grande tendance pour les entreprises d'éviter de devenir publiques, que ça soit tôt dans leur enfance ou dans leur début, où ce qu'ils peuvent trouver ce qu'on appelle du capital venture ou du venture capitalist qui va leur financer. Mais même les compagnies qui ont beaucoup de succès, qui sont plus matures, veulent pas nécessairement tout le stress, le travail, d'ouvrir les livres et partager tous leurs chiffres une fois par trimestre, ce qui des fois apporte un comportement non voulu. Parce que si l'exécutif d'une compagnie doit tout partager qu'est-ce qui se passe tous les trimestres, souvent ça porte la compagnie à prendre une décision plus à court terme. Des fois, la meilleure décision qu'un président ou une présidente de compagnie peut faire, c'est investir massivement dans une nouvelle entreprise, une nouvelle ligne de produits, une nouvelle technologie, qui va peut-être, via cet investissement-là, handicaper leur profit à court terme, mais qui a un effet de levier dans leur succès à long terme, mais va peut-être pas le faire ou pas autant à cause qu'ils veulent pas décevoir les attentes à court terme de la bourse. Donc, c'est un gros phénomène, ce qui fait en sorte que le choix de compagnies qu'on peut acheter à la bourse est de plus en plus petit. Le choix qu'on peut investir dans les actions privées est de plus en plus large. Belle conclusion. Merci. Ghislain Maillet, directeur exécutif chez JP Morgan Canada. Ah, le Bitcoin, qu'est-ce qu'on en fait pour 2025? Est-ce qu'on investit massivement, on garde ce qu'on a ou on n'y touche pas? C'est la question du beau-frère, la dernière de l'année. Et je vais vous parler du beau-frère qui, lui, parle beaucoup de Bitcoin et de halving. Halving, c'est pas un ami, non, en fait, c'est la division par deux. C'est un événement intégré dans le fonctionnement du Bitcoin qui se produit environ tous les 4 ans, où après 210 000 blocs ajoutés à la blockchain, il y a un impact direct sur la récompense que les mineurs reçoivent pour valider les transactions. Donc, un impact direct sur la récompense que les mineurs reçoivent pour valider les transactions. Alors, en termes simples, il y a une réduction de la récompense
lors du halving, la récompense, elle est divisée par 2. Par exemple, en 2009, les mineurs recevaient 50 bitcoins par bloc. En 2012, après le premier halving, la récompense est passée à 25 et en 2024, ben là, c'est 6,25 bitcoins après le halving de 2020, en fait. Alors, pourquoi? C'est conçu, en fait, pour limiter l'offre et créer de la rareté artificielle. Avec un autre halving qui se présente dans le portrait, certains vont dire « Oh, ça fait tout maintenant pour augmenter la valeur du Bitcoin. On devrait peut-être y investir. » C'est vrai, mais ça demeure quand même hautement risqué pour le beau-frère et pour vous-même. Alors, entrez dans le Bitcoin si vous le faites par les produits qu'on trouve en valeur mobilière, notamment les FNB. Il y en a plusieurs. Il y a celui de Purpose, celui de Fidelity. Il y a aussi celui de iShare qui est disponible aux États-Unis depuis peu. Bref, c'est une façon sans doute d'être exposé un peu, mais 3 à 5%, ça me semble être un maximum. Le beau-frère, s'il investit beaucoup là-dedans, il pourra certainement faire de très grands gains dans l'avenir, d'autant plus que Elon Musk est un farouche partisan. Donald Trump libéralise. Le nouveau représentant de la SEC, le nouveau directeur de la SEC aux États-Unis, nommé par Trump, est quelqu'un qui est vraiment aussi pas fanatique, mais à tout le moins très ouvert aux crypto. Alors ça, c'est un environnement qui est bien propice. On verra pour 2025. J'espère que ça va se matérialiser pour ceux qui en ont. Et ceux qui en ont pas, ben, il y a bien d'autres éléments, il y a bien d'autres actifs sur lesquels on pourra faire des bons investissements dans le futur. Ici Fabien Major. À bientôt.